On a souvent l'impression qu'un homme fort au hockey, crime, c'est impossible que ça tombe. Ça se bat soir après soir, ça lâche tomber les mitaines, c'est toujours présent pour ses coéquipiers. Parfois, par contre, la réalité est tout autre. Et comme joueur de hockey, souvent, on a l'impression que c'est tout le temps des surhommes. C'est du monde crime qui ils jouent la game tough. Ils sont capables de manger des coups, d'en donner. Ils sont prêts à suer, sont prêts à saigner pour leur équipe. Mais des fois, en dehors de la patinoire, c'est plus difficile. Pour en parler avec moi, il a aujourd'hui un coach mental pour les athlètes, notamment dans le coin du hockey, mais c'était également un homme fort. Puis moi, je l'ai vu jouer, puis je l'ai vu se battre. Puis crime, ce gars-là, dans ma tête, c'était comme impossible qu'il arrive de quoi de mal. C'était impossible qu'il tombe. C'était comme un colosse. C'était comme George Animal Steel à la lutte. C'est Louis Bédard. Salut Louis, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Louis, tu sais, je le mentionne en préambule. OK, on t'a connu comme tough, mais avant que ça devienne comme ça, on s'entend. J'imagine que quand tu as commencé à jouer au hockey, toi, à la base, c'était de marquer des buts, de faire des passes, d'être un bon joueur de hockey. J'imagine que c'est comme ça que tu as appris à jouer au hockey quand tu étais plus jeune. Ah oui, je voulais être un grand scoreur quand je jouais. Quand j'étais jeune, mais j'ai toujours été un joueur robuste. J'ai toujours été reconnu comme un gros travaillant. Mettons, quand j'ai commencé à jouer au bantam, oui, le jeu physique a commencé. Mais tu sais, j'ai pas été un bagarreur avant le junior, même ma saison, mais j'ai 3. J'ai pas eu tant de minutes de punition que ça. Peut-être j'aurais dû en avoir plus, puis je me serais fait repêcher encore plus bonheur, là. Mais je vois pas ce style-là. J'ai toujours été un grinder, un plombier, un gars qui donnait de l'énergie à son équipe. Puis par la bande, après ça, junior majeur pour faire ma place. J'ai dû aussi commencer à acheter les gants. Puis moi, c'était vraiment pour donner de l'énergie à mon équipe, pour être un bon joueur d'équipe. J'ai jamais voulu être étiqueté juste à faire ça. C'est ça qui s'est passé dans mes dernières années de ma carrière dans le senior. Avant ça, junior, puis mes premières années professionnelles, j'ai toujours été un gars qui joue sur une troisième ligne. Mais quand je suis arrivé dans mes dernières années senior, puis c'est un petit peu par ma faute aussi, là, j'ai perdu de la shape pas mal. Là. J'étais plus pesant. J'étais jamais un gars qui a été reconnu vraiment pour sa vitesse sur patin. Puis à la fin de ma carrière, j'étais encore moins rapide, donc c'est sûr que je jouais moins souvent. Là. Je suivais moins le jeu par rapport à ça. Là. Par rapport que j'avais un petit peu de poids. T'sais. Même mes années que je suis revenu dans la Ligue nord-américaine, le hockey, j'avais vécu une grosse déception. Le rêve national était terminé. Ma dernière année que j'avais joué professionnel en Angleterre, j'avais une super belle année, absolument incroyable. Mais mon équipe a fait faillite à la fin de l'année, puis j'avais beaucoup de rage quand je suis revenu ici. Puis ça me tentait pas de revenir pour de vrai. J'étais pas prêt à revenir jouer au senior. J'étais pas prêt à faire mon deuil du hockey professionnel. Je l'ai fait parce que je voulais me bâtir un avenir, je voulais retourner à l'école. Mais en même temps, j'étais très désorienté, j'étais très perdu quand je suis revenu. Parce que je voulais pas tout de suite arrêter de jouer professionnel. C'est quand même une belle vie, même si on n'est pas dans la Ligue nationale. C'est une belle vie que je n'étais pas prêt à arrêter encore. Je l'ai fait. Donc mes premières années que je suis revenu ici ont été assez turbulentes. Oui, puis tu sais, tu parles de la fin du rêve. On s'entend, n'importe qui joue au hockey professionnel, crime son rêve, c'est de gagner sa vie avec ça, puis ultimement de toucher à la Ligue nationale de hockey. Quand tu regardes ton parcours, là, on fait un throwback en arrière, là, quand tu regardes ton parcours, as-tu l'impression que si tu avais joué la game différemment, tu aurais peut-être amélioré tes chances? Parce que des fois, et c'est souvent un peu le cas, là, on dit, bon, lui, c'est un bagarreur. Okay. Il est bon pour se battre. Là, okay. Il se bat bien, mais crime, on dirait que c'est comme il est limité à ça. Là, il peut pas faire autre chose. Ouais. Mais moi, si je reviens en arrière, le plus grand regret que j'ai, puis je parle souvent de ça avec les joueurs de hockey que je coach, d'établir sa marque de commerce, de savoir vraiment qui t'es comme joueur de hockey, c'est quoi tes forces, c'est quoi ton identité de joueur, mais de savoir aussi qu'est-ce qu'il faut que tu améliores, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour passer à un autre niveau. Puis moi, je trouve que je me suis pas concentré sur la bonne affaire, parce que moi, mon idole, quand j'étais jeune, c'était Ty Domi. Je voulais être le deuxième Ty Domi. Puis je pensais que je pouvais faire mon chemin jusqu'à la Ligue nationale en étant un deuxième Ty Domi. Tu sais, mais Ty Domi, il n'a juste eu un gars de 5 et 10 qui a réussi à faire ce qu'il faisait. Donc, moi, la grandeur que j'avais, moi, c'était mon coup de patin qui a fallu que j'améliore à la place de vouloir être le plus tough dans n'importe quelle ligue que j'ai joué. Tu sais. Quand j'étais dans l'East Coast, j'étais le plus tough de la ligue. Là. Mais j'étais 5 et 10, c'était des gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4 qui se faisaient coller up dans la ligne américaine à la place de moi parce que les autres, ils avaient fait intimidation qui rentrait en ligne de compte. Moi, il aurait fallu que je me concentre sur mon coup de patin. Puis moi, des écoles de power skating, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais essayé d'améliorer ça, ce niveau-là. Parce que moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'aurait manqué le plus, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, j'ai été à un camp de la Ligue internationale pour ma première année dans l'East Coast. Ça a super bien été mon année dans l'East Coast. J'étais sûr que j'avais des grosses chances de monter dans la Ligue internationale ou dans la Ligue américaine. La Ligue internationale, à cette époque-là, c'est la même chose que la Ligue américaine. Puis le coach, quand il m'a coupé, il dit
You don't skate enough, c'est Randy Carlisle, le gars qui coachait avec ça après. T'as pas un gars super sympathique qui dit il faut t'améliorer ton patin, tu patines pas assez. Puis moi, je l'avais pris personnel, tu sais. Mais lui, il m'avait donné la clé pour continuer à monter dans le hockey, tu sais. À la place de le remercier, moi, j'avais un gros égo dans ce temps-là. À la place de le remercier, j'ai comme pris ça personnel, puis j'ai dit, hey, de quoi tu parles, toi? Puis c'est ça. Fait que j'avais comme la clé à ma première année pro, c'est quoi qu'il fallait que j'améliore le plus, puis je l'ai pas fait. Moi, quand j'allais dans des camps d'entraînement après, camps nationales, des camps américaines, c'était toujours montrer que j'étais le plus tough possible de me battre à côté, mais il fallait que je monte encore plus que j'avais du hockey. Puis je pense que je n'avais un niveau hockey quand même, mais c'est le niveau patin qui m'a manqué, mettons, pour continuer à monter. Là. Et pour te nuire, encore une fois, je pense que, en tout cas, du moins, là, c'est facile à dire aujourd'hui, mais de mon point de vue, du moins, ça t'a nuit parce que quand tu t'es joint au semi-pro à l'époque, tu t'en viens ici, ça te tente moyen, tu t'avances avec les Chiefs de Laval, qui est comme le pire club tough de l'histoire de la Ligue, est encore reconnu aujourd'hui comme le pire club tough de l'histoire de la Ligue, et tu te ramasses avec un club... Je pense que c'est de l'histoire du hockey. Ah, c'est ça, tu sais. Écoute, tu te ramasses avec un club parce que on s'attend à avoir juste du tapage sur la gueule ou à peu près, on oublie quasiment que c'est une game de hockey, c'est rendu un championnat de boxe sur patin. Ça t'a pas aidé, ça non plus, là, veux pas, là. Ouais, mais comme je t'ai dit, moi, j'étais pas dans un bon mindset quand je suis revenu aussi. J'étais un gars qui sortait beaucoup des bars. Je consommais à cette époque-là, puis j'ai vraiment eu une pause qui était difficile. C'est pas par rapport avec l'équipe que je jouais, c'était moi qui était pas bien avec moi. Moi, ma dernière année que je jouais professionnel, mon père a fait un AVC aussi. J'étais revenu à la maison. Mon père était super malade, il avait de la misère à marcher, il avait le bras gauche paralysé. Ma mère était en burn-out à cause de ça. J'ai comme disjoncté bien raide quand je suis revenu. Là, fait que ça a pris des années à m'en remettre. Ben, tu sais, faut pas être regret dans la vie, puis c'est vraiment ça qui m'a amené à faire tout ce que je fais présentement. Moi, le travail personnel que j'ai fait sur moi pour devenir un coach en programmation neurolinguistique pour aider les athlètes, c'est un processus de près de 12 ans maintenant. Ça fait à peu près 12-16 ans que je fais du cheminement personnel, puis j'aurais jamais fait ça si j'avais pas eu des moments durs. Parce que moi, quand j'étais jeune, je pensais que je connaissais tout. Je pensais que j'étais à la 8e merveille du monde. Là, puis il a fallu que j'ai une petite dose d'humilité quand je me suis pété à la gueule une couple de fois à cause que j'avais des problèmes de consommation à une certaine époque. Là. Quand on regarde ça, mettons, là, on va y aller avec 2 étapes. Là. Mettons, si tu regardes là, le gars le plus tough que tu as battu dans ta vie, tu vas me dire c'est qui le combat le plus mémorable. Puis après ça, à quel point tu as réussi à tomber bas. Dis-nous là, à quel point Louis Vedor a réussi à tomber bas pour s'aider à se relever par la suite. OK. Ben, il n'y a aucun... Il y a aucun adversaire qui est plus tough que Georges Larac que j'ai affronté. Là. Je l'ai affronté 3 fois. Je l'ai affronté 3 fois dans le junior. Puis je peux même pas croire que c'est comment il va être tough dans les nationales. Moi, j'en pas tout le temps la même analogie. Là. Se battre avec Georges Larac, c'était comme faire un tour de montagne russe. C'était comme faire un tour de montagne russe. C'était incroyable. La force physique que ce gars-là il avait, comme je te dis, je l'ai juste affronté quand il avait 19 ans, 18 ans, 19 ans. Là. Je l'ai même pas connu à 25, 26 ans, 30 ans là, à son meilleur. Là. Fait que c'est pas mal ça pour ce sujet-là. Là. Et pour le fait que tu es tombé bas, parce que là, on s'entend, quand on dit de tomber bas, moi, je suis convaincu qu'il faut tomber le plus bas possible pour être capable de s'en monter. J'ai comme l'impression que si on tombe juste à moitié, ça marche pas. Ouais, mais je suis tombé bas dans le sens que moi, tu sais, j'étais un gars qui avait toujours des grosses aspirations, beaucoup d'ambition, puis c'était quelque chose qui me ralentissait de faire le party. Puis, tu sais, quand t'es un tough au hockey aussi, il y a toujours de quoi qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a un masque de l'homme invincible. Fait que c'est la même chose qui se passe aussi quand on arrive pour faire le party. Tu sais, il n'y a absolument rien dans notre preuve. On est capable d'en prendre, puis moi, à un moment donné, tout a déraillé par rapport à ça. Je peux pas dire un moment où c'est que, tu sais, je peux pas me rappeler vraiment d'un moment particulier où c'est que je suis descendu bas. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis aperçu que c'était pas la manière que je voulais vivre, là, tu sais. Puis depuis ce temps-là, moi, c'est magique ma vie, là. C'est incroyable. La vie que j'ai en ce moment, c'est exactement la vie que j'aurais rêvé d'avoir à l'âge que j'ai en ce moment. Là. Tu sais, j'ai une stabilité familiale, j'ai une femme, j'ai un enfant exceptionnel. Je suis en train de développer une business qui me fait triper bien raide. Moi, je suis en train d'appeler ma mission de vie. Là. Qu'est-ce que je fais avec les jeunes? Là? Ça n'a aucun bon sens. Là. Comment que je vois les jeunes changer, puis c'est écœurant. En plus que j'ai réussi j'ai réalisé un autre rêve aussi que ça a pris du temps, c'est de devenir pompier. Je suis pompier aussi au service incendie de Montréal. Puis ça aussi, c'est une passion pour moi. Donc, ma vie est incroyable. Puis il fallait que je passe par des moments tough. Tu sais, le monde, parfois, il reste accroché sur leur moment tough, puis ils sortent pas de là. Mais ces moments tough-là que tu vis, il faut que tu t'en sers pour te propulser. Puis c'est ça que j'ai réussi à faire dans ma vie.
Moi, je pense en tout cas du moins qu'un de mes pires défauts, et c'est de vouloir plaire au monde. Écoute, j'ai toujours voulu plaire au monde. Des fois, on dit qu'on en fait beaucoup pour plaire au monde, puis on se casse la tête avec ça. Je pense que tu as eu le même problème toi aussi. Ben moi, c'est plus un grand besoin de reconnaissance que j'avais quand j'étais un joueur de hockey. J'avais beaucoup un grand besoin de reconnaissance. Comme je t'ai dit tantôt, moi, là, une des grosses choses qui a changé, que le processus de développement personnel que j'ai fait, c'est ma relation avec mon ego. Là. Je suis capable de reconnaître maintenant quand c'est mon ego qui me parle et qui me parle. Moi, mon ego était démesuré à ce moment-là. C'était toujours que je sois le centre d'attention, puis tout ça que le monde me reconnaisse à n'importe quelle place. Tu sais, moi, à certains moments dans ma vie, là, si le monde ne venait pas me parler, là, j'étais pas capable d'aller parler au monde, j'étais tellement habitué que le monde venait à moi. C'est ça. Fait que moi, c'est bien plus à ce niveau-là. Là. Grand besoin de reconnaissance. Puis je pense que je suis pas le seul joueur qui a passé par le même chemin que moi. Là. Est-ce que tu penses que c'est typique aux joueurs de hockey ou c'est vraiment tous les athlètes en général qui ont besoin d'un coach mental et qui, des fois, peut-être, on pourrait dire cette pensée-là d'avoir un super pouvoir? Ben, dans plusieurs sports, le coaching mental, la préparation mentale, le coaching mental, c'est super évolué et c'est super mis de l'avant. En ce moment, je coach une gymnaste qui a seulement 10 ans. Puis c'est incroyable, des réponses comme ça. C'est incroyable comment elle a déjà du bagage de conditionnement mental, de préparation mentale. Il y a plein de principes qu'elle a déjà appris. Puis des joueurs de hockey, maintenant, du ménage, pour que je parte à zéro, là, c'est quelque chose qu'il faut qu'il change parce que dans le hockey, c'est presque mal vu de venir voir une personne comme moi. Là. C'est presque mal vu, c'est presque comme monter une faiblesse. Ils ont l'impression d'avoir un psychologue quand je suis pas du tout un psychologue. Là. Je suis vraiment loin d'être un psychologue. Moi, je suis un ancien joueur de hockey qui a acquis des principes qui peut aider les joueurs, qui a appris des principes pour les aider à savoir, moi en particulier, c'est gérer les interférences, les choses qui peuvent te déranger, avoir un système pour être capable de gérer ça, puis de sortir de ça, puis de revenir dans ton état optimal. Là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment de quoi qui est super important, qu'il faut qu'il soit mis de l'avant. Puis moi, je veux contribuer à ça. Moi, c'est ça la mission que je me suis donnée. Moi, mon plus grand rêve, ce serait que ce soit quelque chose qui serait amené dans le curriculum des écoles puis des organisations sportives. Tu sais, je donne déjà des conférences ici et là, mais j'aimerais ça vraiment que de plus en plus, même, tu sais, que ce soit de quoi, là, que ce soit dans comme de s'entraîner au gym, parce que la tête, c'est un muscle qu'on peut entraîner. Puis moi, c'est ça que je fais. Du conditionnement mental, c'est de l'entraînement mental. Pour toi, Louis, là, c'est quoi les plus graves problèmes dans le hockey? Est-ce que ça vient des coachs? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient, je sais pas moi, des fans? Est-ce que ça vient des joueurs eux-mêmes? Est-ce que ça vient de leurs coéquipiers? Des réponses que tu entends, ça vient de qui? Le plus grave problème dans le hockey, mais le hockey, là, comme quand je parle d'interférence, le plus grand problème, mettons, quand tu me parles, tu veux dire au niveau mental, là, c'est qu'est-ce qui peut déranger le plus les joueurs? Et voilà. Comme ça. Oui. Ouais. C'est vraiment au niveau de gérer les événements hors de leur contrôle. Parce que des interférences, c'est souvent ça. Mettons, je donne l'exemple des joueurs de hockey. Mettons, tu as une baisse du temps de glace. Mettons, tu changes de trio, tu n'es pas content avec qui tu joues, une blessure, tu n'as pas une bonne relation avec ton coach, et tout ça, être capable de gérer ça. Puis c'est souvent des événements qu'on n'a pas le contrôle dessus. Donc, c'est la seule chose qu'on contrôle, c'est notre réponse. C'est comment qu'on va répondre à ces événements-là, à ces situations-là. Donc, moi, c'est ça vraiment que je peux voir comme le principal problème, en particulier avec le hockey. Moi, je coach 2 équipes à temps plein. Aussi, je coach une équipe juvénile D1 à temps plein, Blizzard de la Magdalene. J'ai suivi toute l'année. Puis les Forts de Chambly aussi, junior 3, ça fait 2 ans que je suis impliqué avec eux. Puis moi, c'est parce que là, je suis impliqué dans le day-to-day. Fait que je vois vraiment aussi que c'est le plus gros problème. C'est vraiment ça. Puis, mettons, un gars junior 3, il se ramasse à la 4e ligne, il n'a pas été là de l'année, découragé ben raide, tout de suite dans son non-verbal pendant la pratique, à la place de se relever, puis à la place de dire que ben ça, c'est la dernière fois que je suis à la 4e ligne. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Puis moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, parce que moi aussi, j'étais un spécialiste me laissait déranger par des événements hors de mon contrôle. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont différents du jeune Louis Bédard à l'époque? Oh, c'est une question piège, ça. Hein? C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire parce que j'ai comme l'impression que malgré les années, le problème est resté le même. Ben moi, je vais te dire de quoi, ok? Je sais, peut-être je vais faire picher des tomates, mais je vais le dire quand même. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont moins tough mentalement qu'avant.
Ouais, plus, La raison sont plus mis dans principale, sont plus mis dans Watt. Tu sais, je veux pas me faire picher ta mère à cause que je dis ça, mais c'est ça la réalité. Puis même moi j'ai mon enfant de 6 ans, puis même moi à la maison, il faut vraiment qu'on se parle souvent pour pas trop le mettre dans Watt non plus, parce que c'est facile, on est habitué à ça, on les aime nos enfants, puis de plus en plus, tu sais, puis encore plus, comme tu parles en particulier du hockey, le hockey maintenant, ça prend des sous pour jouer au hockey. Tu sais, mettons, les organisations 3A, là, tu sais, ça coûte cher. Jouer Major 3, je pense que c'est entre 15 et 20 000 pour, si tu suis ton gars un peu, ça peut coûter 20 000 pour l'année. Donc, c'est tout du monde qui ont de l'argent, puis c'est du monde qui sont habitués de donner tout à leurs enfants. Puis des fois, on les aime beaucoup, nos enfants, puis on veut trop les protéger. Puis on leur rend pas service quand on fait ça. Faut les laisser se péter la gueule parfois, nos enfants. C'est ça qui bâtit de l'adversité, puis c'est ça qui bâtit du caractère. Oui, j'ai pas eu un cheminement facile dans le hockey, j'ai pas eu ça facile du tout. Mais la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mes échecs. Puis je parle pas juste à cause de ce qu'on a parlé tantôt. Je parle que j'ai eu ça dur aussi par rapport à des points de temps de glace, de me sentir que j'étais prisonnier de mon rôle de top, d'en vouloir plus, tout ça, mais c'est de l'adversité que j'ai bossé à cause de ça. J'étais un gars qui baisse jamais les bras. Puis ça, c'est à cause que j'ai eu ça tough. Si ça avait été toujours facile dans ma vie, je serais pas comme ça. Impossible. Bon point. C'est ça le plus beau cadeau qu'il y a dans le hockey. Les gens, ils visent la Ligue nationale. C'est parfait de viser la Ligue nationale. C'est le chemin pour te rendre à la Ligue nationale qui est plus important. Puis que ça veut dire le chemin, c'est toutes les qualités puis les forces de caractère que tu développes pour te rendre là. C'est ça le plus beau cadeau. Tu sais, moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale. J'ai joué professionnel quand même. Puis tout ce que j'ai fait, ça va me suivre toute ma vie. J'ai tellement de gratitude d'avoir eu ce cheminement-là. Le hockey, là, c'est inestimable qu'est-ce que ça m'a apporté. C'est pour ça que je veux contribuer à ce que les jeunes soient capables de maximiser cette expérience-là. Puis en se concentrant juste sur le côté physique, ils passent à côté. Ils peuvent pas performer à leur plein potentiel. C'est comme je t'ai dit tantôt, potentiel moins interférence égale performance. Le potentiel, c'est tout ce que tu fais au niveau physique. C'est ton talent naturel, c'est qu'est-ce que tu développes comme qualité avec des écoles de hockey, en faisant du power skating, tout ça, c'est tout ton côté physique, mais tout le côté mental, le côté interférence est super important aussi à développer. C'est super important. Tu donnais tantôt l'exemple de Randy Carlyle. Si tu avais écouté son conseil mental, ben crime, le physique aurait suivi. C'est ça. Moi, regarde, j'ai réagi avec mon ego, puis tu sais, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai eu de toute ma carrière. J'aurais dû commencer vraiment. J'étais juste à ma première année professionnelle. J'étais à 22 ans, c'était possible encore. J'aurais dû me concentrer à développer mon patin comme un malade, à la place de me concentrer à vouloir être toujours le plus tough dans chaque ligue que je jouais. Là. Ouais. Mais tu sais, si on le réalise par après, tu sais. Il y a des personnes qui sont marquantes, tu mentionnes Randy Carlyle. Je pense que Mathieu Sainte-Marie, dans un tout autre sorte d'idée, a été également quelqu'un, que vous êtes des amis. Il m'a parlé de toi à un moment donné dans une entrevue que j'ai fait avec lui. Je pense que vous êtes aidés. Je sais pas si à part Mathieu, il y a peut-être d'autres gars que tu peux dire que d'autres ont vraiment eu des impacts significatifs sur ton rôle de coaching puis ta vie en général. Mathieu Sainte-Marie, moi, je suis déménagé dans son coin, ça fait 5 ans, puis on s'est rencontrés au dépanneur peu de temps après que je sois déménagé ici. Puis nous autres, on se connaissait, là, on s'était déjà tapé sa gueule micro. Puis moi, ça fait longtemps que j'avais entendu parler de lui parce que j'allais à l'école des pompiers avec son cousin. Donc, j'avais déjà parlé de lui que son cousin jouait au hockey et tout ça. Il avait une couple d'années plus jeune que moi. Puis c'est ça, fait que ça fait longtemps quand même qu'on en entendait parler un de l'autre, puis quand on a commencé, on s'est vu au dépanneur, puis on s'est parlé, on s'est donné le numéro de téléphone pour s'appeler, puis depuis ce temps-là, on est des amis. Puis moi, c'est quelqu'un qui est super inspirant pour moi, là. On s'appelle souvent, puis tu sais, c'est un gars qui c'est pas juste un guerrier au hockey, là, c'est un guerrier dans la vie de tous les jours, puis c'est le genre de gars que je veux m'entourer, là. Louis, maintenant, là, on s'entend, t'es quand même bien implanté, tu le mentionnes, tu travailles avec des joueurs, tu travailles avec des équipes. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Comment tu vois ton avenir dans le coaching? Parce que, Crime, t'es encore jeune, t'as encore beaucoup de conseils à donner, puis je pense que l'avenir est rose pour toi, là. Ouais, mais comme je te dis, mon plus grand rêve, c'est d'en venir à ce que ça soit implanté, que ça devienne implanté, que ça fasse partie des écoles. Puis moi, ça serait ça le plus grand rêve que j'ai, d'être vraiment impliqué avec des écoles à temps plein ou
ou faire un programme qui pourrait être dans la grandeur du Québec, je vois grand, là. C'est vraiment ça que j'aimerais qu'il arrive. Hockey Québec avec qui commence à embarquer avec ça. J'ai déjà donné une conférence à Hockey Québec l'an passé dans un camp d'été qu'il faisait. Tranquillement. Puis moi, une autre chose qui est super importante, c'est que je suis pas pressé en ce moment. Tu sais, moi, je lis ma job à temps plein, je développe ça à temps partiel. Puis une autre chose que je dis souvent aux athlètes qui viennent me voir, c'est d'aiguiser sa lame. Tu sais, je parle pas d'une lame de patin, je parle d'une lame d'épée. Tu t'en vas au combat, tu es un guerrier, puis tu aiguises ta lame. Moi, je suis en train d'aiguiser ma lame. Je prends des connaissances petit à petit, je bâtis des contacts, j'aiguise ma lame en ce moment. Puis petit à petit, je vais me rendre où ce que je veux aller. Louis, écoute bien la phrase suivante. Ouais. J'ai l'impression, tu sais, au hockey, là, on a mis fin aux interférences sur la patinoire, mais là, je pense qu'avec toi, là, on va mettre l'interférence sur la glace. Puis, maudit que ça va faire du bien à ben du monde. Ouais. Parfait. Louis, un gros merci pour ton temps. Félicitations, Crime, pour ce beau projet-là. Je pense qu'honnêtement, ça a beaucoup d'avenir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'as donnée de venir en parler aujourd'hui. C'est très apprécié.